Excellence, Monsieur le professeur Faustin Akash Tadera. Joyeux Noël. Bonjour et joyeux Noël aussi à vous. En terre centrafricain, je dirais Barala. Baramingi, Singila, Singila. Singila. Alors, Excellence, merci d'avoir accepté de recevoir l'équipe du groupe Flèche d'Afrique, notamment Regard sur le Monde Télévision, qui a fait le déplacement pour vous suivre pendant cette campagne électorale. Il faut préciser que vous êtes candidat à votre propre succession pour un prochain mandat. Alors, Excellence, on est en période électorale, période de campagne électorale. Comment vous vous sentez en ce moment, à 3 jours du scrutin? En tout cas, je vous remercie et je remercie aussi votre groupe d'avoir pris le temps d'être ici à Bangui, d'être le témoin de la campagne électorale qui s'y déroule, ici à Bangui et aussi à l'intérieur du pays. Peut-être grâce à vous, les gens de l'extérieur verront la dynamique de notre démocratie. Et je crois que je voudrais profiter de ce moment pour vous remercier. J'ai vu que vous avez été présent pratiquement dans tous les meetings à Bangui. C'est ça. Mais pour moi, en tant que candidat, j'ai sillonné les arrondissements de Bangui. Nous sommes pratiquement à la fin de la campagne d'ici demain. Mais j'ai senti une ferveur de la population qui croit à la démocratie et qui veut participer. Et comme vous le savez, notre population, notre peuple a montré sa capacité de résilience. Et aujourd'hui, pense et a fait le choix de la démocratie. Et donc, en tant que président de la République sortant, eh bien, je peux vous dire que nous avions, pendant les 10 années, tout fait pour justement garantir et consolider cette jeune démocratie. Alors vous me posez la question, quel est mon sentiment au sortir de là? Je crois qu'à titre personnel, j'ai rencontré mes compatriotes avec qui nous avons échangé. Je leur ai exposé mon bilan. Et ensuite, les perspectives, s'ils devraient m'accorder leur suffrage. Et je crois qu'ils sont très heureux. Et je pense que, pour moi, ça s'est très très bien passé. Alors, on peut faire un bref bilan de cette campagne ici, en ce moment? Un bref bilan, vous attendez de moi quel bilan? Vous savez que j'ai sillonné pratiquement une bonne partie des villes, des grandes villes. Il y en a d'autres parce qu'on n'a pas le temps de faire tout ça. Mais j'ai été dans pratiquement une bonne partie de nos régions. J'ai visité les chefs-lieux et donc qui à chaque fois rassemblent, disons, les différentes sous-préfectures et autres communes. Et là, j'ai rencontré des populations vraiment très heureuses, étaient en liesse. Et je pense que, comme je viens de le dire, pour la plupart, ils vont voter pour moi. Il y a une phrase, Excellence, qui est devenue virale, mais alors très virale, dans les buvettes, les carrefours, de 2.0 à PK5, PK14, de 8e, 7e République. C'est quoi exactement la 7e République et qu'est-ce que cela apporte concrètement aux populations centrafricaines? Pour les Centrafricains, la 7e République reflète vraiment la souveraineté retrouvée et bien d'autres valeurs que nous avons pratiquement perdues. Et aujourd'hui, le peuple veut rentrer en force dans la 7e République. Parce que la 7e République est venue grâce à la Constitution de 30 août 2023, qui fait suite à
au dialogue, aux recommandations du dialogue politique, et qui a défini les axes, comment le peuple centrafricain veut voir, disons, son avenir et sa gouvernance. Et ça a été clairement défini. Je n'étais pas présent, j'ai suivi, comme tout le monde, les travaux. Plus de 500 délégués venant de tout le pays et des corporations aussi. Alors, on fait un certain nombre de recommandations. Et ce sont ces recommandations qui sont dans la nouvelle, dans cette constitution du 30 août 2023. Et voyez-vous, cette constitution a été votée par référendum parce qu'on a voulu que chaque Centrafricain puisse se prononcer sur la nouvelle loi fondamentale. Et dans cette loi fondamentale, il y a aussi la souveraineté sur nos ressources minières, sur nos ressources, la souveraineté du pays dans les décisions diplomatiques, dans les choix de coopération. Il y a beaucoup d'autres valeurs qui y figurent et c'est pour cela que le peuple centrafricain est fier de sa 7e République. Le peuple centrafricain est fier de sa 7e République. Vous êtes entré au pouvoir en 2016, 10 ans après aujourd'hui, quel bilan faites-vous? En termes de bilan, je vais être très sommaire puisque lors du discours sur l'état de la nation, j'ai fait un bilan vraiment secteur par secteur, les avancées que nous avons connues, les difficultés que nous avons rencontrées et nos perspectives. Globalement, les 10 ans ont été positifs. Il y a eu des avancées notables, indéniables. Je ne veux pas dire que tout est positif, non. Mais nous étions dans une situation très difficile en 2016. La sécurité, le pays était vraiment dans une insécurité totale. La paix était pratiquement absente. Les réfugiés, à l'intérieur, il y a eu des déplacés internes qui quittaient un certain nombre de villes pour aller se réfugier ailleurs, ou même dans la capitale, dans les mosquées, les églises, autour de l'aéroport. Et d'ailleurs, certaines presses disaient que, et même certains chefs d'État avaient dit que c'était un État failli et pré-génocide. Ce sont des qualificatifs très forts. Aujourd'hui, je pense que progressivement, avec méthode et avec le soutien de la population, qui a montré sa résilience, qui a démontré que c'est un peuple résilient, et aussi le soutien de la communauté internationale, que je remercie au passage, qui nous a soutenus à travers la MINUSCA, les autres, la coopération bilatérale russe et rwandaise, et vraiment tous les grandes organisations qui nous ont appuyés. Aujourd'hui, la paix est revenue. Et nous avons commencé à adresser un certain nombre de solutions aux problèmes qui se posaient, puisque la crise de 2013 vraiment a déstabilisé, a déchiré le tissu économique du pays. Donc on est en train de reconstituer ce tissu économique, de reprendre les secteurs sociaux de base, de les renforcer. On est en train, par exemple dans le domaine éducatif, il y a un grand travail qui a été fait. Pour la période de la crise, tous les établissements scolaires ont été vandalisés. Les tables bancs utilisés comme bois de chauffe. Et les personnels enseignants étaient obligés de revenir à Bangui. Et cela est valable aussi pour le secteur de la santé. Mais en 10 années, nous avons, pendant chaque année, nous avons recruté plus de 1000 nouveaux fonctionnaires, c'est-à-dire la jeunesse. Il faut leur donner l'espoir. C'est ce que nous avons fait à travers des intégrations.
dans les secteurs sociaux, notamment l'éducation et la santé, et aussi dans les autres secteurs de production, notamment l'agriculture et les eaux et forêts et les mines. Et tout ça donne vraiment, commence à avoir une base, une fondation de la reconstruction de l'économie dans le pays. Et c'est ça, parce que nous sommes partis d'une situation difficile où personne n'attendait la République centrafricaine à se relever. Et aujourd'hui, je pense que il y a des avancées, tout le monde apprécie ce qui se fait, notamment, principalement, dans le domaine de la paix. Parce que notre stratégie, ce n'est pas forcément militaire, mais il y a le dialogue, la main tendue. Et aujourd'hui, tous les groupes armés, disons, il y avait, à ma prise de fonction, il y avait 14 groupes armés identifiés qui étaient vraiment répartis sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, 11 se sont autodissous, donc qui n'existent plus formellement. Et nous sommes en train de discuter avec 2 grands groupes, notamment les 3R et l'UPC, qui ont aujourd'hui accepté de déposer les armes, de rentrer dans le processus de désarmement et de réinsertion. Donc, ce sont autant d'éléments qui montrent qu'il y a eu des progrès. Et nos forces de défense qui étaient quasiment nulles. On n'avait pas de poudrière, pas d'armurerie, c'était pillé par les rebelles. Aujourd'hui, nous sommes en train de reconstruire une armée. C'est pour ça que nous avons créé un ministère de la reconstruction de l'armée nationale. Et aujourd'hui, nous sommes partis d'un effectif de près de 5000 hommes. Aujourd'hui, on avoisine tout au plus près de 23 000 hommes. Et nous allons poursuivre. Parce que le pays est grand et il faut des forces de l'ordre vraiment dynamiques et professionnelles. C'est ce que nous sommes en train de faire avec le soutien de certains pays amis et de la communauté internationale. Nous sommes en programme avec le Fonds monétaire international. Nous avons des discussions, un programme avec la Banque mondiale. Et autant d'éléments qui montrent que les 10 ans ont été positifs pour la République centrafricaine, et tout en notant qu'il y a encore des défis. Beaucoup de défis que nous devions poursuivre dans la même dynamique. Et c'est pour ça que nous pensons que les Centrafricains vont nous faire confiance le 28 décembre. Parce que quand j'ai parcouru l'ensemble du pays, ils me disent vraiment, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Et selon ce, nous entrons dans la 7e République après le 28 décembre. Concrètement, quel est votre plan de réforme sur le plan de la santé, la sécurité qui est un élément essentiel de votre gouvernance, la sécurité de ce pays et sur l'éducation? Oui, vous embrassez là 3 grands secteurs. Le secteur de santé. Je vous avais indiqué que ce secteur avait subi beaucoup de dommages et qui vraiment a cassé tout ce qui avait été en place. Aujourd'hui, nous sommes en train de reconstruire les établissements sanitaires dans le pays. Nous avons intégré des personnels de santé. Aucun médecin formé n'est au chômage aujourd'hui. On a recruté les techniciens supérieurs de santé et on va continuer à le faire. Nous adressons des réformes sur l'accès aux médicaments. Nous adressons également, parce que nous n'avons pas assez de ressources, il faut travailler pour éviter, s'il y a des maladies évitables, il faut travailler là-dessus, par la sensibilisation, par les vaccinations. Donc la prévention est au cœur de notre stratégie en ce qui concerne le domaine de santé. Dans ce sens-là, nous avons été, disons, désignés comme étant le champion de la vaccination parce que nous avons fait des progrès énormes dans ce sens. Avec les grandes pandémies, nous avons montré aussi
que nous pouvons réagir vraiment positivement dans ce sens. Nous allons poursuivre. Je ne dis pas que tout est... mais il y a encore... Et j'ai mis en place les 10 domaines d'impulsion présidentielle qui adressent vraiment les grands mots de notre système de santé pour atteindre la couverture universelle sanitaire. Donc, il y a autant d'éléments qui montrent que nous sommes sur la bonne voie. Il y a encore des défis parce qu'il faut tout remettre en chantier pour la santé, donc le personnel. Et j'ai pas fini, puisqu'il y a la partie éducation de votre question. Pour insister sur la question de la santé, oui. Pendant vos multiples discours en campagne, vous parliez d'une vaccination qui est gratuite. Oui. Les 10 domaines d'impulsion présidentielle font qu'il y a la gratuité ciblée. Parce que vous savez, le peuple sort d'une certaine crise et il faudrait alléger les populations les plus vulnérables. Donc, les enfants de 0 à 5 ans, les femmes enceintes et les femmes qui sont victimes de violences sexuelles et bien d'autres activités. Nous travaillons également sur l'approvisionnement en IRV, c'est-à-dire que ARV, pour la lutte contre le VIH-Sida. Et bien d'autres choses au-dessus, à côté de la vaccination. Alors, donc, reprenant votre question sur l'éducation. L'éducation, comme les autres secteurs, était complètement, disons, abandonnée, mais vraiment, il n'y avait plus rien. Parce que, vous savez, cette rébellion vraiment a couvert l'ensemble du pays. Et donc, là où les établissements secondaires étaient les premiers à être ciblés. Et là, les gens se logeaient là, détruisaient, cassaient, et il n'y avait même plus de table-banc. Et les enseignants n'étaient plus en place. Donc, il fallait reconstituer. Et les parents étaient obligés de recruter des enseignants qu'on appelait maîtres-parents, qu'eux-mêmes, ils payaient. Aujourd'hui, nous sommes en train de reconstruire ces établissements, de construire d'autres à cause de l'augmentation démographique et puis le nombre des enfants en âge d'aller à l'école. Donc on a construit beaucoup d'établissements primaires. Ce n'est pas encore tout. Nous avons recruté, je vous ai dit, chaque année, près de 1500 enseignants. Cette année 2025, nous avons contractualisé 6000 enseignants. Avec, à terme, après le contrat, de recruter 1500 chaque année dans la fonction publique. Donc, autant de perspectives qui montrent que le système éducatif se met en place. Et aujourd'hui, dans nos provinces, dans les régions, nous avons installé les centres de formation pédagogique qui seront chargés de former les enseignants. Vous savez que le pays est grand et si on forme un enseignant ici à Bangui pour repartir dans l'arrière-pays, ça pose un certain nombre de problèmes. On préfère les former dans leur région. Et là, ils vont avoir les réalités du terrain et servir le peuple dans la région où ils sont formés. Et autant de moyens mis à la disposition de l'éducation que nous sommes vraiment dans la bonne direction. Mais comme je l'ai dit encore, il y a beaucoup de difficultés, il y a encore beaucoup de défis. Nous allons poursuivre et lorsque le peuple me fera confiance, nous allons continuer ça. Aujourd'hui, une bonne partie, comme recommandé par l'UNESCO, une bonne partie des ressources de l'État est orientée vers l'éducation et aussi vers la santé. En matière sécuritaire, vous avez évoqué, je vous avais dit tantôt que quand je prenais mes fonctions, que notre stratégie de paix et de sécurité n'est pas seulement, nous étions aussi avec le dialogue, nous travaillons avec la communauté internationale pour le retour à la paix, il y a eu beaucoup d'accords. Nous avons l'accord politique pour la paix qui a été discuté à Khartoum et signé à Bangui. Nous avons la feuille de route conjointe de Luanda qui sont autant d'instruments qui sont les faîtières
vraiment de la paix aujourd'hui. Mais sur le côté, nous devions renforcer cela par une montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Donc je vous avais parlé d'augmentation de l'effectif, des gendarmes, des policiers, des FACA, et nous allons poursuivre. Notre objectif à terme, c'est au moins d'avoir, dans les prochaines années, 50 000 FACA qui vont couvrir le pays. Et aujourd'hui, nous avons choisi, au lieu d'avoir une armée de projection, notre plan national de défense, eh bien, c'est une armée de garnison, avec des zones de défense pour couvrir l'ensemble du pays. Et nous sommes en train de travailler pour justement construire ces nouvelles garnisons et être plus proche de la population. Et aussi la formation, le professionnalisme, le droit de l'homme qui est enseigné à tous les militaires. Nous venons d'ouvrir une école de formation des officiers et des sous-officiers, autant d'éléments qui vont vers le renforcement de notre outil de défense. Et bien entendu, il y a les équipements que j'avais mentionnés qui n'avaient plus d'armes parce que ça a été pillé. Donc progressivement, avec le soutien d'un certain nombre de pays et les efforts de notre trésor, nous dotons progressivement nos forces de défense des outils nécessaires à leur mission. Voilà sur les 3 points. Je souhaiterais que vous puissiez dire un mot également sur un élément de base pour les Centrafricains, l'eau et l'électricité. Oui, c'est un secteur très très important. Il pleut beaucoup ici, mais il s'agit là de l'eau potable. Et dans Bangui, vous voyez, il y a un travail qui a été fait sur la société de distribution de l'eau au niveau de captage au niveau de l'eau Bangui, mais dans les quartiers de Bangui, nous avons entrepris d'avoir des forages. Des forages pratiquement et nous allons poursuivre parce que Bangui devient de plus en plus grand. Il faut les doter de l'eau potable. Pour l'instant, on pense qu'avec les forages, ça peut régler temporairement ce problème d'eau potable. Et nous faisons pareil dans l'arrière-pays. Il y a tout un plan vraiment dans le cadre de certain nombre de projets, eh bien, il y a des forages qui ont été réalisés dans plusieurs de nos villes pour régler ce problème d'eau potable. Bien entendu, à l'heure actuelle, il y a encore des villages et des villes qui nécessiteraient qu'on puisse faire encore ces forages. Nous allons poursuivre pour donner de l'eau potable à nos populations. Excellent, nous sortons progressivement de cet entretien. Je souhaiterais que nous évoquions un secteur une préoccupation qui vous tient à cœur, la réconciliation nationale. Évidemment, je mentionnais que nous avons un pays, à l'époque quand je prenais mes fonctions, la situation était extrêmement difficile. Et les communautés étaient complètement divisées. On pensait qu'ici, il y avait une guerre de religion, un musulman contre chrétien ou inversement. Mais aujourd'hui, il n'en est rien. Pourquoi ? Parce que nous avons mis en place un dispositif. Nous avons parlé aux communautés. Et en fait, il n'y avait pas ce problème de division et autres. Mais ça a été complètement instrumentalisé. Aujourd'hui, en République centrafricaine, les chrétiens, les musulmans, eh bien, évidemment, on ne sait plus qui est qui. Parce que, eh bien, il y a la symbiose, la communion, le vivre ensemble est là. Eh bien, il y a des instruments. Il y a la justice que nous avons renforcée. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, on tient des séances du tribunal pénal ou de la cour pénale, et nous avons mis en place la cour pénale spéciale. Nous soutenons aujourd'hui notre justice par le recrutement des magistrats et des greffiers, et la justice vraiment s'est rapprochée de la population dans l'arrière-pays pour éviter
que les gens puissent faire la justice eux-mêmes, et beaucoup d'autres éléments qui montrent que vraiment il y a la cohésion sociale. Et il y a aussi la justice transitionnelle que nous sommes en train, ça peinait un peu, mais aujourd'hui nous avons des commissaires pour la commission vérité, justice et réparation des victimes, qui prendra en compte certains aspects que nous ne pourrons pas assurer ou ne pourra pas notre justice, la justice en tant que telle. Voilà autant d'éléments qui montrent que aujourd'hui il y a la paix, les communautés vivent en bonne entente, et nous allons renforcer cette situation, améliorer le vivre ensemble par des actions concrètes. Une situation tout de même qu'il faudrait éclaircir sur le problème de double nationalité en République centrafricaine. Oui, bon, vous savez que cette situation a fait couler beaucoup d'encre, des interventions dans les réseaux sociaux et des choses comme ça. Il y a eu des dernières décisions du Conseil constitutionnel, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'amalgames. Je ne voudrais pas vraiment m'étendre là-dessus, mais je pourrais vous dire que la Constitution n'interdit pas la double nationalité. Il y a des Centrafricains qui sont Centrafricains de père et de mère, qui vivent à l'étranger et qui font des enfants. Et ces enfants, bénéficiant du droit de sol dans ces pays, peuvent avoir la nationalité de ce pays et avoir aussi la nationalité de leurs parents. Est-ce qu'on peut interdire? Non. Il y a ceux qui sont déjà à la majorité, qui sont centrafricains, qui ont voulu avoir une autre nationalité. Là, nos textes sont clairs. Quand vous êtes centrafricain à la majorité et vous décidez de choisir une autre nationalité, eh bien, vous perdez la nationalité centrafricaine parce que vous avez fait un choix. Mais ça n'interdit pas que vous puissiez réintégrer la nationalité centrafricaine si vous renoncez à l'autre nationalité. Il y a une procédure pour ça. C'est-à-dire, la loi n'est pas fermée. La loi n'est pas fermée. Et vous voyez, il y a des gens, quand vous allez occuper des postes de responsabilité, de haut niveau, de représentation, ces fonctions-là sont protégées. Ces fonctions sont protégées. Aucun de pays, par exemple de l'Afrique aujourd'hui, voudrait que quelqu'un qui est d'une autre nationalité vienne gouverner. C'est pratiquement pas possible. C'est pour ça que l'a dit que si vous voulez être président de la République, vous devez avoir qu'une nationalité. Si vous avez double nationalité ou si vous avez opté pour une autre nationalité, mais la loi vous donne des voies. Si vous voulez occuper le poste, par exemple, si vous voulez le président de la République, mais ce n'est pas en un jour que vous allez décider. Vous savez votre situation et vous vous conformez à la loi. C'est simple. Parce que vous voulez représenter le peuple centrafricain. Est-ce que trouvez-vous normal que le président de la République, président de la République centrafricaine, président de la République est sous allégeance d'une autre nation? Est-ce que c'est pensable, même pour le peuple? Bon, c'est ces questions-là que notre Constitution a essayé de clarifier. Et ce n'est pas seulement cette Constitution. Ça a toujours figuré dans nos précédentes constitutions, qui protègent donc la fonction présidentielle et qui donnent des garanties pour que, eh bien, celui qui sera là ne doit pas être sous allégeance d'une autre nation. Parce que c'est une question de souveraineté. La souveraineté. Comment voulez-vous être représentant de ce pays et vous êtes en même temps sous allégeance? Je n'ose pas rentrer dans certains débats juridiques, mais voilà cette situation que les gens décrivent. Mais les textes sont clairs.
Voilà. Les textes sont clairs, Excellence. Nous sortons avec cette dernière question, avec la relance de l'appel au peuple. Pour vos compatriotes qui se trouvent encore à l'extérieur. Eh bien, par rapport au vote, c'est ça? Par rapport Non, vous savez, notre loi donne l'opportunité à tous les Centrafricains de choisir leurs dirigeants. C'est un privilège que les Centrafricains doivent saisir pour choisir leurs dirigeants. Parce que si vous choisissez, eh bien, il y a la reddition des comptes. Celui qui est élu est obligé de rendre compte. D'ailleurs, nos textes disent aujourd'hui, la dernière constitution dit que le président de la République, chaque année, doit pouvoir faire un discours devant le Parlement, devant la représentation nationale, sur l'état de la nation. C'est en quelque sorte pour rendre compte. Et voyez-vous, nos compatriotes, que vous soyez à l'étranger, que vous soyez sur la terre nationale, et vous devriez faire ce devoir de choisir vos représentants, le président de la République, ou pour ceux qui sont ici, les députés, les conseillers régionaux et les conseillers municipaux. Donc c'est une obligation. Excellence, dernière préoccupation. Le 28, nous allons aux urnes. Un message pour tous les militants du MCU. Pour les militants de MCU, ils savent, ce sont les militants de MCU qui, aujourd'hui, ont validé ma candidature comme je vais comme candidat aux élections présidentielles sous l'étiquette du mouvement Cœur Uni. Donc, je n'ai pas discuté de ça, c'est eux-mêmes. Donc, ils doivent tout faire pour convaincre les autres compatriotes à soutenir leur candidat, dans le même titre que les autres compatriotes qui ont vu ce que nous avons fait pendant les 10 années. Je le dis et je répète, ce n'est pas d'avis de moi personnellement, mais je crois que beaucoup de gens ont vu que dans ce pays, il y a eu des avancées. Nous avons progressé. L'État se consolide. La démocratie se renforce. Et le vivre ensemble fait son bon chemin. Ce sont des actions qu'il faut soutenir. Et je les invite le 28 décembre à remplir leur devoir de citoyens et à me donner leur suffrage pour que nous puissions continuer l'œuvre que nous avons déjà entreprise. Merci Excellence pour ce temps accordé à notre chaîne de télévision Regard sur le Monde Télévision. Rendez-vous le 28 et rendez-vous à la 7e République. Merci beaucoup. Singila. Merci à vous. Singila Mingi.